Bonjour à toi. Aujourd'hui je reviens parce que je vais te présenter une nouvelle catégorie de vidéos que je vais faire sur ma chaîne qui en fait va présenter des livres que j'ai lus dans ma vie et qui m'ont marqué. Il y aura à mon avis dans les prochaines vidéos un certain nombre de retours que je vais faire sur des livres que j'ai lus. Et il y aura certainement beaucoup de livres de sociologie parce que je fais des études de sociologie et donc je suis amenée à lire pas mal de sociaux. Donc le premier bouquin que je vais te présenter est donc un bouquin de sociologie qui s'appelle Sur la télévision de Pierre Bourdieu et qui est donc un livre qui parle de justement du champ de la télévision et donc une analyse sociologique de la télévision et du journalisme en général. Donc bien évidemment cette vidéo est qu'un retour de ma lecture, donc il y a peut-être des choses que je parlerai certainement pas de tout, mais des idées principales qui ressortent du livre et de ce que j'ai pu en comprendre. Donc on va commencer. Tout de suite. Est-ce que tu peux partir s'il te plaît? Le chat s'il te plaît. Merci. Donc je reprends, le chat vient m'embêter. Donc je reprends. De quoi il nous parle Bourdieu dans ce livre? Il nous parle d'une conception critique de la télévision. Donc lui il est théoricien critique, donc son but c'est de déconstruire des choses qui paraissent évidentes a priori. Et donc là il s'attaque au gros sujet qu'est la télévision et il me semble que ce livre là c'est une adaptation écrite de son interview qu'il a faite à la télévision, du coup sur la télévision, et pour lui l'important c'est de donner des clés aux journalistes et aux gens qui travaillent autour de la télévision et les gens qui regardent la télévision, de comprendre les mécanismes de déterminisme, enfin tous les mécanismes autour de la télévision et comprendre comment ça fonctionne en fait. Donc en fait, lui, sa première interrogation, c'est est-ce qu'on doit aller sur un plateau de télévision? Oui, parce que le bouquin, il n'avait pas été fait dans les 5 dernières années. À l'époque, il n'y avait pas la télé-réalité, il y avait, on parle plutôt d'un format plateau télévision, un plateau de télévision avec un journaliste qui pose des questions et un intervenant ou un expert qui y répond. Et donc sa première question, son premier questionnement, ça va être sur quelle est la place de l'intellectuel face à la télévision. Est-ce qu'en tant qu'intellectuel, il est nécessaire d'aller sur des médias mainstream où en gros il va falloir faire une espèce de vulgarisation scientifique. Bourdieu, lui, ce qu'il va nous dire, c'est que pour lui, c'est quand même important, en tant que chercheur, de transmettre les résultats de ses études à la population, et que c'est même le rôle du chercheur de démocratiser un petit peu ses recherches, et qu'en fait, le chercheur ne serait qu'un employé, un fonctionnaire de l'État pour faire des recherches et les divulguer en fait au grand public. Sa première critique qu'il va faire, ça va être qu'il y a une double censure dans le milieu de la télévision, que ce soit au niveau une double censure qui s'opère à la fois sur les journalistes qui posent les questions et une censure qui se pose sur les experts et les gens qui sont interrogés lors des plateaux télé. Censure qui n'est pas forcément explicite et qui est pas forcément qui peut être inconsciente en fait et qui peut s'exercer sous forme d'une autocensure en fait. Ça peut être une censure qui soit à la fois politique mais surtout économique. Le chat. Est-ce que tu peux bouger s'il te plaît? Tu es vraiment embêtant, merci. Donc une forme de censure. Une censure qui peut être à la fois économique et politique. Économique parce qu'en fait il y a forcément des intérêts économiques derrière la télévision. Les journalistes n'ont pas intérêt à démonter la chaîne de télévision pour laquelle ils travaillent, mais aussi en termes d'audimat, de savoir par exemple une chaîne de télévision qui appartient à Bouygues ne va pas
ne va pas cracher sur un projet de Bouygues. Donc en gros, un certain nombre de censures qui ont lieu sur les plateaux de télévision sont dues à des intérêts économiques et de liens en fait entre les chaînes de télévision et les journalistes. Pour lui, la télévision, c'est une espèce de... ça sert à maintenir un ordre symbolique, c'est-à-dire que la télévision doit rester un média important qui doit avoir justement une espèce de grandeur qui doit pas être remise en cause, et donc il est important de garder cette censure pour que la télévision reste quelque chose d'intouchable et de parfait un petit peu. Il va revenir sur cette notion assez importante qu'est la violence symbolique que peut exercer la télévision sur nous tous en fait. La violence symbolique, c'est en gros une violence qui n'est pas du tout physique, hein, qui est une violence d'idées qu'on va exercer sur quelqu'un sans même s'en rendre compte parfois. Et la personne qui va recevoir cette violence symbolique n'en aura pas forcément, elle s'en rendra pas forcément compte en fait. Donc c'est une espèce de violence omniprésente qui fait qu'il y a des dominés et des dominants, mais qui n'ont pas forcément conscience de leur rôle de dominant ou de leur rôle de dominé. Pour lui, la télévision, il y a un autre aspect, c'est qu'elle va traiter l'information, l'information d'une certaine manière. Elle va, ce qu'il appelle, cacher en montrant, c'est-à-dire qu'il va avoir un effet de tri d'informations sur ce qu'on va présenter ou ce qu'on ne va pas présenter à la télévision, que ce soit en termes de censure, en termes d'économie, mais aussi sur ce que les journalistes vont considérer comme intéressant ou pas intéressant. Il faut savoir que tous ces journalistes-là, en général, sortent des mêmes écoles où on leur apprend les mêmes règles de qu'est-ce qu'il faut mettre ou qu'est-ce qu'il faut pas mettre à l'écran, qu'est-ce qu'il faut poser comme question et qu'est-ce qu'il faut pas poser comme question. Et en fait, pour lui, va y avoir certaines choses qui vont être surreprésentées à l'écran, et notamment les espèces de ce qu'il appelle, il me semble, les émissions omnibus, en fait, qui veulent dire une espèce de truc mainstream qui fait que tout le monde peut regarder, qui est assez facile d'accès, qui ne nécessite pas un engagement intellectuel très très fort, et qui serait un petit peu le fait divers, quoi. En gros, on va occuper ton esprit avec un fait divers, ce qui va te détourner totalement des vrais problèmes politiques et citoyens, et donc de ta capacité à avoir un regard critique sur le monde. Il y a un espèce de mécanisme, tout le monde n'est pas égal face à cette impuissance de comprendre le monde, parce que pour lui, il y a une différence entre ceux qui ont un capital économique un capital culturel qui est assez fort et qui permet à ces gens de diversifier leurs moyens d'avoir un accès à l'information, et donc de pouvoir recouper les informations via d'autres médias comme les journaux, où en gros, avec une recherche d'informations complémentaires, parce qu'ils en ont les moyens culturels, vont réussir à avoir une portée plus critique sur le système, alors que les classes dominées avec un capital culturel plus faible n'auraient pas la capacité de le faire, parce que justement ils n'ont pas ces moyens culturels. Et du coup, en gros, pour lui, la télévision, elle empêcherait ces classes avec un capital culturel faible d'avoir un regard critique sur la société, et elle les ferait dévier des véritables questions de société. Et une autre idée qui est très importante chez Bourdieu dans ce livre, c'est que le journaliste va avoir un réel effet sur la société du fait que c'est pas seulement des images qu'il montre. Et même la manière de filmer une image va induire des valeurs, mais en plus de ça, ça va être les mots qu'on va mettre sur ces images qui vont avoir un véritable sens. Parce que en fait, pour Bourdieu et pour un certain nombre de théoriciens de la langue aussi, un mot
il n'est pas exempt de valeur. C'est-à-dire que chaque mot va représenter des choses et des idées. Et en gros, à force d'utiliser toujours les mêmes mots avec les mêmes idées derrière, on va former une espèce d'inconscient collectif, de modèle collectif d'idées communs. Qui va faire que ça va modifier profondément la pensée des gens dans leur vie en fait. Et voilà, il y a un véritable effet performatif de l'information sur la réalité. Je crois qu'il prend l'exemple dans son livre des révoltes lycéennes qui se sont passées après mai 68, où les journalistes ont été voir ces gens-là, ont surmédiatisé le problème parce qu'ils avaient peur de passer à côté d'une information, et en fait ils ont tellement médiatisé la chose que ça a fait une espèce d'effet boule de neige et que tout le monde a cru que c'était vraiment un très très gros événement alors que c'était pas du tout le cas. Donc ça reflète un autre problème qui démontre, c'est la course au scoop en fait. C'est-à-dire que le but dans le journalisme à la télévision, c'est d'avoir le meilleur audimat, de faire le plus de vues en fait. Et il y a énormément de concurrence entre les différentes chaînes. Le but c'est de faire mieux que les autres chaînes, mais à force de ça ils travaillent en fait entre eux ils s'espionnent en fait les uns les autres pour pouvoir faire mieux que les autres, mais du coup il y a une véritable uniformisation du contenu proposé parce qu'ils essayent de faire comme les autres mais en mieux, et du coup on se retrouve avec des chaînes qui se ressemblent énormément, et il explique qu'en fait les seules personnes qui se rendent compte des différences véritables qui existent entre les chaînes, ce sont ceux qui travaillent au sein même des chaînes, et donc les journalistes qui sont obligés de lire tous les journaux de la matinée ou de regarder tous les programmes télé en même temps pour voir qui fait plus que quoi. Mais en tant que personne qui regarde la télé, nous il nous est absolument impossible de regarder tous les programmes télé en même temps, donc on se rend pas compte des différences. Et il y a une autre grosse problématique qu'il aborde dans son livre, ça va être la question de l'urgence et du temps qu'on utilise aujourd'hui dans les médias. Et donc justement avec cette course au scoop, l'idée ça va être de publier de l'information le plus rapidement possible, et il pose la question de est-ce que c'est possible de faire du contenu de qualité, est-ce que c'est possible de présenter de l'information de qualité et de l'analyse de qualité dans l'urgence. Et en fait sa thèse ça va être que c'est pas possible parce que on a bien vu une réflexion ça prend du temps, c'est pas possible de sortir la chose le plus rapidement possible. Pour lui faire ça c'est l'équivalent du fast food, le fast food de l'information quoi. D'ailleurs il appelle ça le fast thinking. En gros on te donne du contenu très facilement assimilable, pré-mâché, qui s'oppose totalement à une pensée développée. On va te donner des idées reçues, on va te balancer des idées reçues, sauf que pour lui la pensée c'est totalement le contraire. La réflexion, la pensée, c'est déconstruire ce genre d'idées reçues pour pouvoir avoir une réflexion personnelle. Donc en fait Bourdieu il va déconstruire toute cette idée de la course au scoop et la course à donner de l'information très rapidement. En fait, pour lui, c'est vraiment dangereux. Et il y a un dernier point sur lequel Bourdieu insiste dans ce livre, c'est une espèce d'illusion du débat. Si tu veux, sur les plateaux télé, on va te dire oui, un débat entre un tel et un tel, mais pour lui, il distingue déjà deux types de débats, ce qu'il appelle les faux débats et les espèces de vrais débats. Alors, d'une part, les faux débats, pour lui, c'est deux personnes qui seraient en fait du même camp, qui auraient les mêmes formations, qui auraient les mêmes pensées idéologiques, mais qu'on va mettre l'un en face de l'autre pour qu'ils aient un débat, sauf qu'en fait c'est pas du tout constructif parce qu'ils viennent des mêmes écoles, ils appartiennent au même cercle, ils se font une bouffe ensemble à l'occasion, et en fait du coup c'est absolument vain comme débat, et c'est creux quoi, on n'apprend rien parce que en fait ils sont d'accord dans le fond.
Et il y a une deuxième forme de débat qui serait entre deux personnes qui auraient pas les mêmes idées, mais il explique que c'est pas si simple, qu'il n'y a pas en fait de neutralité dans les débats, puisque généralement ces débats-là sont animés par un journaliste qui est censé faire l'arbitre objectif, sauf que pour lui un journaliste ne peut pas être objectif, surtout dans les débats comme ça, parce que en fait il va, de par son langage non verbal, favoriser l'un ou l'autre, et qu'en plus il y a une espèce de pression symbolique qui va s'exercer sur une des deux personnes qui va participer à ce débat, de par le fait qu'elle a ou non les codes du débat. C'est-à-dire qu'à la télévision, on s'exprime pas de n'importe quelle manière, il faut avoir les bons mots, les bons codes, il y a des choses qui sont favorisées, et en fait, le journaliste va privilégier, poser les bonnes questions à celui qu'il préfère, et poser certainement des questions creuses, ou dévier les vraies questions, ou couper la parole à la personne qui fait du tort à la chaîne en fait. Et donc il y a une véritable pression symbolique qui s'exerce autour des débats télévisés, et c'est tout ça qu'il démontre dans son bouquin. Et donc pour conclure, ce que Bourdieu nous dit dans ce livre, c'est pas que lui en fait Bourdieu il est vraiment théoricien du déterminisme, c'est-à-dire que pour lui tous ces effets ça s'inscrit dans un contexte global, et que c'est impossible de comprendre tout ça si on ne considère pas justement cette démarche globale qui fait que les acteurs ne seraient pas totalement... ils ne décident pas totalement de tout ça. Les journalistes ne font pas ça exprès pour descendre les autres, ou... comme dans le principe de violence symbolique, en fait, ils sont pas forcément conscients. Les acteurs ne sont pas forcément conscients de ces violences et de ces pressions qui s'exercent sur eux. Et en fait, il faut comprendre tout le champ global du journalisme et le champ de la télévision pour pouvoir comprendre tous ces mécanismes. Voilà, donc j'espère que j'ai été assez claire. J'ai essayé de faire ça assez rapidement pour que ce soit assez simple. J'ai certainement, justement, pour simplifier, oublier certaines choses. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. J'essaierai d'y répondre avec le peu de connaissances que j'ai. Donc voilà, on se dit à bientôt pour une revue sur un autre livre. Et puis voilà, salut!